Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 13h à Dekorobougou dans la région de Sikasso, la même heure sur l'ensemble du territoire national. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition du Mali Actualité, les titres. Bamako transpire à grosses gouttes dues à la forte chaleur qui sévit actuellement dans la capitale. Cette canicule ne cause pas que d'ennui. Certains en tirent de gros bénéfices comme les lavandiers qui redonnent aux habits sales leur éclat. La Cour internationale de justice examine ce jeudi la plainte du Soudan contre les Émirats arabes unis pour complicité de génocide au Darfour. Si Khartoum plaide pour des réparations, Abu Dhabi dénonce un coup de communication cynique. Le président américain fait une marche arrière. Donald Trump suspend pour 90 jours les droits de douane dits réciproques entrés en vigueur hier en début de journée. En revanche, il dit porter avec effet immédiat à 125% les droits de douane contre les produits en provenance de Chine. Les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans débutent cet après-midi avec le choc Burkina Faso-Zambie. Dans la leçon du sport, on s'intéresse aujourd'hui au critérium en cyclisme. On en parle dans la synthèse de l'actualité sportive. Attention, si vous utilisez des voies ou des moyens quelconques pour partager des fausses nouvelles sur l'État, vous pouvez être poursuivable devant la justice pour atteinte au crédit de l'État. De quoi s'agit-il et quelles sont les dispositions légales contre les auteurs? On vous explique tout en fin d'édition et c'est tout pour les titres. Nous ouvrons cette édition avec cet acte de plus du chef de l'État pour soulager ses compatriotes. L'hôpital du Mali a désormais son autonomie énergétique grâce à l'installation des kits solaires de grande capacité. Plus de 1000 panneaux installés pour plus d'1 milliard de francs CFA. Le tout pour sécuriser les équipements sensibles de l'hôpital et apporter des soins appropriés aux patients. Donateurs et bénéficiaires avaient hier après-midi un sourire large, comme nous raconte Batraoré. En période de grande chaleur, les perturbations de la fourniture d'énergie constituaient des menaces pour les installations et équipements sensibles de l'hôpital du Mali. Ceci appartient désormais au passé car le président de la transition vient de doter l'établissement universitaire d'un important lot de matériel solaire capable d'assurer l'autonomie du centre. Hagibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition. Un méga-centre qui est alimenté par 1000 panneaux de 575. Tout ça, c'est pour prendre en charge l'urgence, la réanimation, la morgue, les imageries et le labo. Tout ça, le président de la transition veut que l'hôpital du Mali puisse fonctionner en autonomie pour une meilleure prise en charge des patients. Pour la direction du centre universitaire, c'est un pas de plus pour la prise en charge des malades et pour la sécurisation des équipements. Doumbia Sanata Sogoba, directrice générale de l'hôpital du Mali. Ces installations solaires sécurisées et stables vont nous permettre d'assurer la disponibilité en électricité de façon permanente et d'améliorer la qualité de la prise en charge des patients. Colonel Assa Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Une mission, c'est les moyens. Aujourd'hui, les agents de l'hôpital du Mali, on vous félicite pour tout ce que vous faites. Redoublez davantage d'efforts parce qu'aujourd'hui, vous serez dans les conditions pour mieux travailler. Ce processus de renforcement de la capacité énergétique des centres hospitaliers du Mali se poursuivra selon le conseiller spécial. Oui, le conseiller spécial du président de la transition partage certainement cette affirmation selon laquelle la bonne santé rime bien avec les activités économiques, surtout quand on dispose d'infrastructures routières adaptées. À Sikasso, justement, un nouveau pont pour renforcer la fluidité des échanges commerciaux et booster l'économie locale. L'infrastructure qui a coûté plus d'1 milliard de francs CFA est située dans la commune rurale des Anyena. Nous la découvrons dans ce compte rendu de Ségou Konaté de notre bureau régional à Sikasso. Long de près de 50 mètres sur une hauteur de 10 mètres par endroit, la réalisation du pont de Dekorobougou dans la commune rurale de Anyena est la parfaite réponse à une préoccupation longtemps exprimée par les populations de l'espace de l'intercommunalité de la Bagoué, avec ses 4 communes réparties entre les régions de Sikasso et Bougouni. Une initiative prise en charge par le Conseil régional de Sikasso et financée par l'Union européenne à travers le projet Programme Jeunesse et Stabilisation. Pierre Koné, porte-parole des maires. Ce pont représente pour nous le cordon ombilical des 4 communes qui ont, dans une communion d'esprit, décidé de gérer désormais leurs problèmes de développement. Ce pont, dis-je, est venu sauver la population des 4 communes de beaucoup de souffrances. Ce pont
est une relance économique et sociale. Élément des projets emblématiques retenus par le programme Jeunesse et Stabilisation Phase 2, financé par l'Union européenne à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA, ce pont contribuera à l'amélioration de la libre circulation des personnes et des biens, et aussi les transactions économiques entre les cercles de Sikasso et Kadiolo. Yaya Bamba, président du conseil régional de Sikasso. Les cercles de Niena et de Kolondjeba sont de grands bassins de production agro-silvopastoral et les villes de Niena et de Kolondjeba sont des centres d'échange importants. Car tout comme le développement passe par la route, l'intégration des communautés passe par les voies de communication dans la route. Outil de développement majeur, la réalisation de telles infrastructures s'inscrit parfaitement dans la vision des autorités du pays. Quant à Marie-Claire Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. Les points de Dokorobougou, fruit d'un partenariat reçu entre l'État, les collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers, illustrent à merveille ce que nous pouvons accomplir ensemble dans l'unité et la solidarité. Incarne l'esprit de la décentralisation que nous construisions patiemment et résolument en conférant plus de responsabilités et des moyens aux collectivités pour répondre efficacement aux besoins des populations. La prestation de l'artiste Mamou Sidibé, des marionnettes, des slameurs, des chasseurs et d'autres folklores du Ganadougou était au rendez-vous. Un ouvrage réalisé par une entreprise nationale, l'ITPB de Sikasso. Sikasso, c'est Taïrou Konaté pour l'ORTM. Le conflit entre le Mali et l'Algérie, on en reparle avec le vice-doyen de la faculté des sciences administratives. Pour le professeur Abdoul Sogodogo, certaines décisions prises par le Mali n'ont pas été digérées par la partie algérienne. Il est joint au téléphone par Siaka Konaté. Pour comprendre cette situation, peut-être qu'il faut intégrer dans l'analyse les relations difficiles que le Mali et l'Algérie entretiennent ces dernières années, mais aussi le rapprochement, le réchauffement des relations diplomatiques entre le Mali et le Maroc. Donc tout ça rend un peu les relations entre les deux pays un peu difficiles. Dès que le Mali a demandé le retrait de la MINUSMA, mais aussi le départ des forces françaises, l'État malien a repris en main la lutte contre le terrorisme. Mais aussi, certains acteurs influents de la politique malienne ont trouvé refuge en Algérie. Il y a un certain nombre d'éléments qui compliquent la coopération sécuritaire entre le Mali et l'Algérie. Parce qu'il faut reconnaître que le Mali, qui historiquement s'est toujours tenu aux côtés de l'Algérie, que ce soit dans sa guerre d'indépendance ou encore dans la gestion de son différend avec le Maroc. On peut dire aussi que l'Algérie a joué aussi des rôles positifs dans la crise malienne parce qu'il a longtemps été médiateur quand même depuis 1991, même si ces médiations n'ont véritablement pas permis aux Maliens de réguler la crise, elles ont quand même permis d'arriver toujours à des cessez-le-feu. Ces dernières années, le Mali et l'Algérie ont des visions diverses sur la gestion du conflit. Pendant que l'Algérie reste accrochée à l'accord de 2015, aujourd'hui, pour le gouvernement de transition, ils ne sont plus en combat avec des indépendantistes, parce que à ce niveau-là, ça semble assez clair. L'État est entré en négociation depuis les années 2014-2015 avec les indépendantistes qui ont d'ailleurs même intégré le gouvernement et le CNT. Le combat aujourd'hui est dirigé contre des groupes terroristes. En tout cas, tous les groupes qui sont opposés à l'État et qui ont réclamé des attaques contre des camps militaires ou contre des civils sont considérés comme étant des terroristes. Et le combat de l'État est dirigé aujourd'hui contre ces groupes-là. Pendant que pour l'État, voilà, ce n'est plus l'accord d'Alger, mais c'est un processus interne tel que le dialogue intermalien ou encore la charte pour la paix qui indique la voie à suivre pour la sortie de crise au Mali. À cette diversité de conception du conflit actuel au Mali, il faut peut-être ajouter les rivalités régionales, voire sous-régionales, où on peut imaginer que cette escalade aurait pu être évitée, puisque les autorités algériennes semblent savoir que le drone venait du Mali, donc ils auraient pu naturellement prendre attache avec les autorités maliennes pour attirer leur attention. En plus, les deux pays sont tous membres du comité d'état-major opérationnel conjoint qu'on appelle le CEMOC, dont le but justement est de permettre aux différents États de pouvoir se déployer soit conjointement ou peut-être en intelligence pour pouvoir continuer à poursuivre et à combattre les groupes
terroristes au-delà des frontières des différents pays pour sécuriser non seulement le Sahel, le Sahara et voire même promouvoir ensemble le développement qui est le véritable combat que ces pays doivent conjointement tous mener. C'était à l'instant le vice-doyen de la faculté des sciences administratives, Abdoul Sogodogo, qui s'exprimait sur la crise entre le Mali et l'Algérie. La transition est toute trouvée pour aborder l'actualité internationale. Première escale, le Sénégal, où l'opposition décide de boycotter la séance des questions d'actualité avec le Premier ministre. Cette plénière, initialement prévue ce jeudi, se tiendra finalement lundi en l'absence des 35 députés de l'opposition. Il dénonce des violations répétées du règlement intérieur et une attitude méprisante de la part du président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye. Autre grief formulé par l'opposition, l'Assemblée nationale actuelle sera au bord du pouvoir exécutif. En Guinée, l'opposant Aliou Ba était une fois de plus hier face à la justice. Il comparaissait pour la seconde fois à la cour d'appel. En première instance, il a été condamné à 2 ans de prison ferme pour offense et diffamation envers le président de la transition, Mamadi Doumbouya. Le juge a de nouveau renvoyé l'audience après des querelles de procédure. Pour assurer la sérénité des débats, le procureur avait sollicité le huis clos, une demande rejetée par le tribunal et dénoncée par les avocats d'Aliou Ba. Les Gabonais votent samedi 12 avril pour l'élection présidentielle. La campagne électorale, elle, s'achève ce jeudi. Un scrutin historique car pour la première fois depuis 1967, aucun bulletin ne portera le nom Bongo. 8 candidats sont en lice, dont le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, rallié par la quasi-totalité des forces politiques et de la société civile du pays. Les 7 autres candidats, dont une seule femme, vont-ils réussir à influencer sur la mobilisation et le vote des 924 182 électeurs qui donneront à leur prochain président des pouvoirs larges pour 7 ans, wait and see, comme disent les Anglais. À l'Égypte, on ne vote pas, mais demande plus de soutien à l'Europe pour lutter contre l'immigration clandestine. Une demande formulée par son ministre des Affaires étrangères, Badar Abdelati, lors de la 2e réunion ministérielle de l'initiative UE Corne de l'Afrique sur les routes migratoires, tenue hier au Caire. Cette réunion vise à renforcer la coopération et la coordination entre les États membres en matière de migration. Nous restons en Égypte, où le pays reçoit 1,2 milliard de dollars de la part du Fonds monétaire international. Ces fonds sont décaissés dans le cadre du 4e versement de l'accord du programme de financement élargi. C'est un communiqué officiel du gouvernement égyptien qui l'annonce. Au Tchad, l'Union européenne va augmenter sa contribution aux opérations humanitaires. Le pays fait face à une arrivée massive de réfugiés soudanais dans la région de Douadaï à l'est. La commissaire européenne Adja Labib annonce une nouvelle enveloppe d'aide humanitaire de 74 millions d'euros, soit environ 48 milliards de francs CFA. Elle servira à soutenir les agences des Nations Unies sur place qui doivent faire face à une diminution de l'aide financière apportée jusqu'ici par d'autres donateurs, notamment les États-Unis. La Cour internationale de justice examine ce jeudi la plainte du Soudan contre les Émirats arabes unis pour complicité de génocide au Darfour. Khartoum demande à la Cour de reconnaître le rôle des Émirats et de les contraindre à payer des réparations. De leur côté, les Émirats arabes unis dénoncent un coup de communication cynique et demandent à la juridiction internationale de rejeter cette requête. Une requête déposée le 4 mars dernier par Khartoum qui accuse les Émirats arabes unis d'apporter un soutien financier, politique et militaire considérable aux paramilitaires. Après la RDC, le Kenya et l'Ouganda, le conseiller spécial pour l'Afrique du président américain Massaoud Boulos est arrivé mardi au Rwanda, la dernière étape de son déplacement dans la région des Grands Lacs. La question du conflit à l'est de la RDC et les investissements américains dans la région étaient au menu des discussions avec les autorités rwandaises. Devant la presse, le diplomate américain estime que trouver une solution au conflit congolais est essentiel pour favoriser l'essor d'une économie régionale prospère. Aux États-Unis, le président Donald Trump suspend pour 90 jours les droits de douane dits réciproques entrés en vigueur hier en début de journée. Il vise les importations en provenance de dizaines de pays dont les principaux partenaires commerciaux des États-Unis. Dans le même temps, les locataires de la Maison-Blanche déportés avec effet immédiat 125% les droits de douane contre les produits en provenance de Chine, de quoi amplifier la guerre commerciale entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales. Dans le même registre, l'Union européenne va également suspendre sa riposte aux droits de douane de Donald Trump pour 90 jours afin de donner une chance aux négociations. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi la présidente de la Commission de l'UE. Si les négociations ne sont pas satisfaisantes, nos contre-mesures entreront en vigueur, a-t-elle prévenu dans un message sur le réseau X.
Retour ici à Bamako où le thermomètre affiche en ce moment plus de 40 degrés. Une forte chaleur qui se poursuivra jusqu'au dimanche prochain selon Mali Météo. Si cette canicule cause de gros ennuis à certains, elle fait également le bonheur des autres, comme les lavandiers qui profitent pleinement de la situation. Leur spécialité, redonner aux habits sales leur éclat. Des habits qu'ils collectent auprès des clients à travers la capitale. On les retrouve généralement au bord du fleuve. Barakissa Ouattara y a fait un tour. Sous un soleil de près de 40 degrés sur le thermomètre au bord du fleuve Niger, Bori Maïga reste focus sur son objectif, à savoir finir de laver ses linges avant la tombée du soleil. Je suis débordé en ce moment. On a beaucoup de linge à laver aujourd'hui. Avec ce soleil, je suis sûr de rentrer tôt aujourd'hui. Habits, couvre-lit et moquettes étalés à même le sol, ce métier de lavandier, Amadi Demba le pratique depuis plus de 20 ans. Il a des clients fidèles chez qui il passe chaque jour récupérer le linge. Selon lui, les prix sont aléatoires. Amadi Demba Traoré, lavandier. Nous faisons le porte-à-porte dans le quartier pour avoir des linges. Nous lavons le complet à 100 francs. Les tapis sont plus chers. Par jour, je peux me faire 1000 francs à 2000 francs CFA. Abdoulaye Diko, lavandier. Je passe chaque jour chez mes clients pour récupérer les linges. Les habits, je les lave à partir de 250 francs. Quant aux moquettes, ça dépend de la dimension. Ça varie entre 2500 francs et 3500 francs. Quant à Amadi Tamboura, depuis 22 ans, ce métier n'a pas de secret pour lui, même si c'est temporaire. Après les travaux champêtres dans son village, il vient à Bamako durant 2 à 3 mois chercher de quoi pour subvenir à ses besoins pendant la saison de forte chaleur et il ne le regrette pas. Ce travail, je ne le fais pas à temps plein. En 2 mois de travail, je peux me faire 30 000 à 50 000 francs. Je lave tout ce que je trouve, que ce soit les habits, les tapis ou couvre-lit. Moussa Tangara, lavandier. Comme je vois, il y a beaucoup d'hommes qui font le travail là. À cause de ça, moi aussi, entrer dedans. Voilà, bon. Je vois que c'est bon aussi. Par jour, je peux voir 5 000, souvent on gagne 4 000. Et le mois là, je peux voir 50 ou bien souvent même 75 000. On peut dire que la saison chaude constitue l'un des moments propices pour ces métiers, car avec le soleil de plomb, le mercure dépasse très souvent les 40 degrés Celsius, ce qui est propice pour le séchage des linges au bonheur des clients et des lavandiers. L'actu des sports, c'est d'abord la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans qui se joue au Maroc. Les quarts de finale de la compétition débutent cet après-midi avec le choc Burkina Faso-Zambie. Même niveau de compétition également sur le vieux continent avec la fin hier des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Autre volet de l'actualité sportive, la leçon du sport qui s'intéresse aujourd'hui au critérium en cyclisme. Voyons tout cela dans la synthèse qui porte la signature de Abdelkarim Kaba. Sur le continent, les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans démarrent cet après-midi. À 17h, le Burkina Faso joue contre la Zambie. À partir de 20h, le Maroc, pays hôte, affronte l'Afrique du Sud. Demain vendredi, le Mali sera face à la Tunisie à 20h. Auparavant, à 17h, la Côte d'Ivoire sera face au Sénégal, le tenant du titre. Pour les matchs de barrage pour les dernières places qualificatives pour la Coupe du Monde de la catégorie Qatar 2025, l'Ouganda sera face à la Gambie et l'Égypte jouera contre l'Angola. Ces matchs de barrage sont prévus pour le samedi à 17h et 20h. Football toujours, compétition africaine de clubs en Ligue des Champions. Les demi-finalistes sont connus. Il s'agit des Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, les National Al Ahly d'Égypte, Pyramid FC d'Égypte et Orlando Pirates d'Afrique du Sud. En Coupe de la Confédération, hier, Simba de la Tanzanie a renversé la situation devant Al Masry d'Égypte. À l'aller, le score était de 2-0 pour Al Masry. Le Zamalek d'Égypte, à domicile, s'est fait éliminer par Stellenbosch d'Afrique du Sud en perdant 0 but contre 1. À l'aller, les deux formations avaient fait match nul, 0 but partout. La Renaissance sportive de Berkane passe devant ASEC Mimosa par 1-0. Même résultat à l'aller pour les Marocains. En Europe, fin des matchs des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Le FC Barcelone a dominé le Borussia Dortmund par 4-0. Le Paris Saint-Germain gagne par 3-1 devant Aston Villa. Déjà mardi, le Bayern Munich s'était incliné
1-2 face à Inter Milan. Arsenal a été sans pitié du Real Madrid, battu par 3-0. Les matchs retour sont donc prévus pour mardi et mercredi prochain. À présent, la leçon de sport pour terminer. La leçon de sport de ce jeudi porte sur le critérium, qui est une épreuve de cyclisme. C'est une course qui se déroule en circuit fermé et a lieu en ville. Cette course est très spectaculaire. Isaac Tchenou, dans cette leçon du jour, nous donne des précisions. Le critérium est un type de course cycliste sur route d'un jour. Le critérium se déroule en ville très souvent sur une distance bien définie en circuit fermé et en groupe. Abdou Karim connaît. Le critérium généralement se court dans les grandes villes et sur les grandes agglomérations. C'est un circuit fermé. Le critérium est organisé généralement par une équipe, une ligue, la fédération ou même un particulier. Pour un particulier, il faut que l'organisation soit chapeautée par une instance du vélo. Le critérium est généralement facile à organiser et ne nécessite pas un grand espace. Cette course en ligne respecte des principes. Tout critérium a un règlement particulier comme toutes les courses en vélo. Et le règlement particulier est sous l'égide du règlement général de l'UCI. Il y a dans cette course un système de bonification qui est très souvent primé. Les bonifications, on les appelle sprint intermédiaire ou point chaud. C'est-à-dire on trace une ligne bien déterminée. Le premier coureur qui franchit cette ligne a une bonification. Généralement, le critérium a un prix. Le sprint intermédiaire, c'est généralement une motivation pour le coureur. Même si l'arrivée a lieu souvent en groupe, un règlement permet aux concurrents de franchir la ligne d'arrivée dans les règles de l'art. À l'arrivée, chaque coureur doit rester dans son couloir. Un coureur qui dévie de son couloir pour empêcher un autre coureur est immédiatement disqualifié. Le circuit s'organise sur une distance de 800 mètres à 10 km pour une distance maximale de 150 km. C'est là, selon l'Union cycliste internationale. Le vainqueur du critérium reçoit la plupart du temps de l'argent comme récompense. Chronique judiciaire. Si vous propagez des fausses nouvelles par des voies et moyens quelconques sur l'État, les collectivités, les établissements publics, vous commettez ce qu'on appelle atteinte au crédit de l'État. Et il existe des dispositions légales contre les auteurs. Pour vous permettre de mieux comprendre ces dispositions, Garou Peru est allé à la rencontre d'un spécialiste. C'est le sujet de la chronique judiciaire de ce jeudi. À la fois financière et morale, l'atteinte au crédit de l'État est un préjudice. Le mot crédit signifie ici la relation de confiance entre l'État, qui est une personne morale de droit public, et le justiciable, une personne physique. Mettre cette confiance en rude preuve, c'est porter délibérément atteinte au crédit de l'État. Bamassa Sissoko, président de la 3e chambre civile de la Cour suprême du Mali. Le mot crédit vient du latin, creditum, la confiance qu'inspire une personne sur sa solvabilité. La confiance en quelqu'un, la confiance en quelque chose, c'est aussi l'autorité, le pouvoir qui résulte de cette confiance. Porter atteinte au crédit de l'État, c'est propager par voie de presse à travers les médias classiques ou les réseaux sociaux des fausses nouvelles, des allégations mensongères, de nature à amener le citoyen à perdre confiance à l'État, à douter de sa solvabilité financière, mais également à remettre en cause son autorité et le pouvoir. Le champ de l'atteinte au crédit est circonscrit par les articles 167 et 58 du Code pénal. 167 qui parle du crédit financier, toute attitude, toute déclaration de nature à remettre en cause la solvabilité de l'État, et l'article 58 qui lui parle du crédit moral de l'État. Les attributs humains de l'État sont clairs. Comment se manifeste donc cette mise en cause au plan financier? Vous avez des gens qui peuvent aller sur les réseaux sociaux, qui peuvent, par le discours, par écrit, inciter le public à aller faire des retraits des caisses publiques. On crée la panique, on dit voilà, l'État est en session de paiement, il n'y a pas de liquidité au trésor, il n'y a pas non plus d'argent dans les banques. Alors, on incite le public, les citoyens, à prendre d'assaut la banque ou les banques pour vouloir retirer chacun ses avoirs. En faisant cela, cette attitude qui consiste à amener les citoyens à perdre confiance en l'État, à sa solvabilité, crée un préjudice.
À côté de ces préjudices financiers, nous avons le discrédit moral. Cette atteinte remet en cause la respectabilité et l'honorabilité de l'État. Et un citoyen qui se permet de parler de l'obsolescence de l'outil de défense nationale et remet en cause la fiabilité du système judiciaire du pays. Les déclarations de ce genre peuvent carrément effriter la confiance que les gouvernants ont au gouverné. Lorsqu'un préjudice est commis, il doit être forcément réparé. La procédure de mise en œuvre et l'exercice de l'action varient selon que l'on soit en face d'une atteinte au crédit financier ou en face du crédit moral de l'État. Quand il y a atteinte au crédit financier de l'État, en ce moment, on applique les dispositions de l'article 172 du Code pénal. Et cette disposition dit que le procureur de la République, face à une telle infraction, ne peut pas s'autosaisir. Il appartient en ce moment, selon les termes de l'article 172 du Code pénal, au ministre de l'Économie et des Finances de saisir le procureur d'une plainte contre la personne. Et c'est après cette plainte que le procureur de la République est habilité à engager des poursuites contre les ou les auteurs. En plus du ministre de l'Économie et des Finances, il y a le représentant légal de l'établissement qui a été victime d'atteinte au crédit financier, qui peut également porter plainte devant le procureur de la République qui est territorialement et matériellement compétent, qui en ce moment va engager des poursuites. Et là, en ce moment, on parle de crédit financier. S'agissant du crédit moral, le crédit moral est comme une infraction ordinaire. En ce moment, le procureur de la République peut s'autosaisir. Et contrairement à ce que les gens pensent que les magistrats en font à leur tête, qu'il n'y a aucune disposition qui les autorise à engager des poursuites contre les gens pour atteindre au crédit de l'État, c'est bien une erreur. Donc l'infraction existe bel et bien à travers le code pénal et c'est à juste raison que les magistrats en font application tous les jours. Pour les crédits moraux, le procureur dispose de l'opportunité des poursuites par autosaisine. Financier, il doit être préalablement saisi d'une plainte avant d'exercer l'action publique. L'un comme dans l'autre, les déclarations du genre à porter atteinte au crédit de l'État sont à éviter. En tant que citoyens, nous sommes tenus de respecter les dispositions nationales. C'était la chronique judiciaire et c'était la signature de Garibou Pérou que nous retrouverons le jeudi prochain pour un nouveau numéro. Le président met un terme à cette deuxième édition de Mali Actualité qui vous a été servi par un trio Traoré. Bintou Traoré aux manettes, Segou Traoré à la mise en ligne et au micro, Brahma Traoré. Merci à Ousmane Dao qui m'a aidé à la préparer. Ne décrochez pas, Kani Keita s'installe juste après moi pour la lecture des avis et communiqués. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Belle fin de journée à vous, où que vous soyez.